Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette septième fiche mémoire du cours d'histoire des pays d'Europe centrale et orientale, consacrée donc cette fois-ci aux premières crises du camp socialiste sur la période allant de 1947 à 1956. Trois parties. La première qui va concerner les premières fissures. On va le voir au travers de deux grandes crises, celle qui va entraîner l'exclusion de la Yougoslavie du camp communiste, et la seconde qui va concerner la crise de Berlin, dont on avait déjà évoqué les principaux enjeux dans le cours précédent. Seconde partie va évoquer effectivement les vraiment conséquences de ce qui se passera à la mort de Staline en 1953, hein, c'est-à-dire cette vague de révolte dans le camp socialiste en 1956, à la fois en Pologne, hein, mais qui vont irradier jusqu'à la grande révolution hongroise de 1956, où la Hongrie tentera tout simplement de faire sécession du camp socialiste. On terminera avec quelques perspectives pour analyser un petit peu le rôle de la France à l'époque. On sera juste avant la Cinquième République, avant la politique d'indépendance de De Gaulle, et on va voir comment cette politique s'est mise en place progressivement, et parfois bien avant, avec le développement des relations de la Quatrième République avec les pays de l'Est, parce que c'est à partir de là que De Gaulle pourra commencer à forger une partie de sa politique d'indépendance, qui aura toute son importance justement dans l'histoire de la guerre froide, telle que nous le verrons après. Ainsi donc, nous ouvrons cette fiche avec ces deux premières fissures dans le camp socialiste. La première est prononcée le 28 juin 1948 avec le Cominform. Cominform, c'est ce service officiel de la propagande soviétique qui va condamner tout simplement les communistes yougoslaves et officialiser le schisme. Pour quelle raison est-ce que Staline se sépare tout de suite de Tito? C'est parce que d'une part, la Yougoslavie n'est pas sous le contrôle de Staline. Je vous rappelle qu'elle s'est libérée toute seule entre 1944 et 1945, que Tito est le leader incontesté de la nouvelle fédération yougoslave libre, cette nouvelle reconstitution de la Yougoslavie après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle que le royaume de Yougoslavie avait disparu sous les coups de Hitler et de Mussolini et qu'il a été reconstitué, donc grâce à Tito qui va le diriger d'une main de fer jusque le début des années 80, date de sa mort en 1980. Donc Tito va faire tout un tas de choses qui vont mener à cette exclusion, rappelons-le. La première, c'est qu'en 47, il va accepter l'aide Marshall, donc cette acceptation de cette aide Marshall qui va faire que, en tout cas, il en accepte une partie, ce qui va faire que, bien sûr, cela va poser d'énormes problèmes, alors que les autres pays de l'Est, eux, vont la refuser en bloc. Deuxième chose, c'est tout simplement les projets politique, géopolitique de la constitution de cette nouvelle Yougoslavie par Tito. En effet, Tito a l'intention de créer à la base une grande Yougoslavie qui aurait comporté en plus l'Albanie, pays stalinien, en tout cas à ses débuts, dirigé par Enver Hoxha, et d'autre part, entre autres, la Bulgarie de Dimitrov, justement un État communiste mis en place très très vite dès 1945, et surtout dont la caractéristique sera son inféodisation totale à Staline et à l'Union soviétique pendant toute la guerre froide. Donc vraiment quelque chose d'impensable pour Staline. Puis également, Tito avait l'intention d'intégrer la Grèce, si toutefois celle-ci avait été évidemment devenue un pays communiste suite à la guerre civile qui s'y était déroulée. Donc tout cela, évidemment, va faire que il va y avoir cette exclusion, effectivement, du camp socialiste de la Yougoslavie. La Yougoslavie sera un pays qui aura donc désormais une économie de type autogestionnaire, une économie mixte, et qui surtout servira un peu de connexion entre le monde de l'Est et les pays occidentaux.
Ce schisme, donc, qui est prononcé le 28 juin 1948, va se dérouler pendant un certain temps, au moins jusqu'à la mort de Staline, peut-être réconciliation un peu après, dans les années 50, hein, mais ça n'ira jamais très très loin, dans la mesure où la Yougoslavie ne sera jamais pleinement intégrée, hein, dans le camp soviétique, hein, ce qui lui donnera d'ailleurs un rôle important pendant toute la période de la guerre froide. On aura largement l'occasion d'y revenir. La deuxième de ces premières fissures, tout de suite, hein, dès le moment pourtant encore où la guerre froide se met en place, c'est la fameuse affaire de Berlin. Alors cette crise de Berlin, en résumé, de quoi s'agit-il, hein? Vous vous souvenez du statut de Berlin qui avait été déterminé à Potsdam, hein, en partie déjà à Yalta, mais ensuite à Potsdam, hein, cette division de la ville en deux zones principales, hein, une zone est et une zone ouest, la zone est étant bien sûr celle contrôlée par les soviétiques, la zone ouest étant divisée en trois, hein, zone d'occupation britannique, américaine et française. Et le fait est que Berlin, ancienne capitale du Reich, hein, donc d'une Allemagne qui, je vous le rappelle, jusqu'à la fin de la décennie des années 40, n'existe plus, hein, qui est transformée en zone d'occupation. Eh bien, Berlin, donc, est, en tout cas Berlin-Ouest, une enclave, hein, occidentale, hein, en plein cœur donc de la zone contrôlée par Staline de l'Allemagne, qui dira plus tard, comme vous l'avez compris, la RDA. Et ça, Staline ne peut pas le tolérer, c'est impensable pour lui, il faut y mettre un terme, et donc tout simplement, par pure provocation agressive, hein, il va mettre le siège, c'est-à-dire un blocus, hein, autour de Berlin-Ouest pour tenter tout simplement d'asphyxier la ville et forcer les Occidentaux à quitter Berlin-Ouest et ainsi récupérer un plein contrôle dans sa zone d'occupation. Staline n'en était pas à ce point-là à violer les traités internationaux. Je vous rappelle que il n'a pas respecté la restitution ni de la Moldavie ni des pays baltes, qu'il avait pourtant conclu, dont il avait conclu l'annexion avec Hitler en 1939. En 1945, il n'est pas question de restituer rien de tout cela. Et comme vous le voyez, il ne respecte pas ce qu'il avait promis à Yalta, pas d'élection libre dans le bloc de l'Est, et ni plus ni moins que ce qu'il avait non plus dit à Potsdam, en sujet de la création de Berlin-Ouest. Là aussi, tout de suite, quelques années à peine après, hein, la seule, comment dire, intérêt, la seule ambition de Staline est de s'emparer de Berlin-Ouest. Alors ce blocus va durer quand même plusieurs mois, hein, et ce qui nous mène jusqu'en 1949, quasiment, presque un an, hein, de cette crise, de cette première crise de Berlin. Il y en aura d'autres, hein, parce que comme vous le savez, après il y aura la construction du mur, il y aura évidemment la dernière crise de Berlin, celle de 89. Hein. Berlin va être soumise très régulièrement à des points de tension entre l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide, mais ce blocus, en fait, pour résumer, puisqu'on est ici dans une fiche de résumé, va être un échec pour Staline, va perdre la face, Staline, tout simplement, principalement pourquoi? C'est parce que les États-Unis vont mettre en place un pont aérien. Effectivement, Staline a pu tout bloquer, électricité, approvisionnement en eau, approvisionnement terrestre, la poste, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais il n'avait pas la possibilité de faire un blocus aérien. Ce qui fait que depuis l'Allemagne de l'Ouest, les États-Unis ont pu envoyer toute une série d'avions, hein, pour faire un pont aérien pour ravitailler la ville. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est évidemment militaire, c'est que les États-Unis, qui conservent la suprématie avec Truman, hein, rappelez-vous, nucléaire, hein, jusqu'en 1949, vont tout simplement menacer les Soviétiques, hein, de frappe nucléaire si Staline ne se retire pas. Staline cédera, le statut de Berlin-Ouest sera entériné, et ce qui aura donc, dans cette seconde fissure, la conséquence suivante, en 1949, c'est la création d'une part des deux Allemagnes, hein, une Allemagne de l'Est
dont la capitale sera Berlin-Est, tout un symbole, et une Allemagne de l'Ouest, que les Occidentaux vont constituer, notamment en rattachant leur zone d'occupation. L'occupation continuera bien sûr, mais ils vont, sur le plan administratif, redonner aux Allemands un contrôle territorial, et la capitale sera Bonn, ce sera la fameuse RFA, la République fédérale d'Allemagne. Autre conséquence, c'est le retour, et c'est déjà un premier échec, si je puis dire, quand on voit les espoirs auxquels avait pu mener la création de l'ONU, le retour des alliances militaires. Et oui, en 1949, c'est aussi l'année où l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est créée, qui va rassembler les États-Unis et les pays qui ne sont pas communistes, dans une structure militaire, évidemment, une alliance militaire, toujours le même principe. Si un des membres est attaqué, les autres s'unissent pour l'aider militairement, bien sûr. Côté Est, quelques années plus tard, Staline va proposer et faire créer même, si je puis dire, une alliance militaire que l'on va appeler l'organisation du pacte de Varsovie, qui va réunir sur le plan militaire l'ensemble des pays, effectivement, du bloc de l'Est. Voilà pour les principales conséquences de cette crise de Berlin, une crise qui, quelque part, va, si vous voulez, entériner définitivement entériner non seulement le statut de Berlin, le statut des deux Allemagnes, mais vraiment cimenter définitivement cette fameuse guerre froide, cette guerre froide où désormais tout est figé entre l'Est et l'Ouest, le tout chapeauté, on s'en souvient dans le cours précédent en 1949, avec l'installation tout simplement des premières fusées que l'on va diriger les unes vers l'Est, les autres vers l'Ouest. C'est le début de la course aux armements, de l'équilibre de la terreur nucléaire, puisque l'URSS annonce posséder désormais la bombe atomique à partir de 1949, et elle le prouve. Donc désormais, évidemment, la dissuasion nucléaire va se mettre en place. Chacun des grands qui vont se partager le monde, vont avoir la possibilité de se détruire, de s'autodétruire. Et donc, bien sûr, cela va donner un gage de plus, si on peut dire, à la situation figée de la guerre froide. Deuxième partie, la deuxième partie est consacrée ici aux première crise, révolte cette fois-ci, dans le monde socialiste. Ça n'a plus rien à voir avec les premières fissures qu'on peut identifier au tout début de la guerre froide que l'on vient de voir. Dans cette deuxième partie, il s'agit de voir vraiment ce qui se passe en 1956. Et pourquoi cette année 56 ? Parce que au début de l'année 1953, tout simplement, Staline meurt. Il meurt officiellement d'une attaque cérébrale dans sa datcha de province, dans la banlieue de Moscou, et après une courte période de transition, un homme va s'imposer, un ancien camarade de Staline, un personnage qui a joué un rôle important pendant la Grande Guerre patriotique, celle de l'URSS, rappelez-vous, 22 millions de morts entre 41 et 45, et cet homme s'appelle Nikita Khrouchtchev. Et Khrouchtchev, qu'est-ce que c'est que Khrouchtchev ? C'est quelqu'un qui va mettre en place un processus bien connu que l'on appelle la déstalinisation. Cette déstalinisation, d'abord, ça va être la constitution et la lecture de ce que l'on va appeler le fameux rapport Khrouchtchev. Ce rapport Khrouchtchev qui va être publié donc quelques mois, quelques années seulement après la mort de Staline, et qui va entraîner, comme une véritable traînée de poudre, une volonté des pays récemment pourtant satellisés à l'Union soviétique, de changer de dirigeant. Car je vous avais rappelé que quand il y a la prise de pouvoir par les partis communistes, qui sont tous au pouvoir, du nord de l'Europe centrale au sud de l'Europe centrale, de façon illégale, c'est-à-dire avec des élections truquées, et en plus dans la violence parfois, ces dirigeants qui sont en place, les fameux Beyrouth en Pologne, Rákosi en Hongrie, tous ces gens-là, pour prendre ces quelques exemples-là, sont des staliniens.
hein, c'est-à-dire des personnages qui ont été mis en place par Staline pour faire la politique de Staline. Donc ils sont des communistes certes, mais à la stalinienne, c'est-à-dire en fonctionnant avec des purges, avec des méthodes de police particulièrement renforcées dans le système totalitaire communiste. Or là, évidemment, le rapport Khrouchtchev a pour but de dénoncer les crimes du stalinisme, hein, et ces crimes sont évidemment l'instauration de ce fameux pouvoir dictatorial dans la dictature collective du prolétariat. Donc les dirigeants, eux, eh bien, staliniens commencent à prendre peur, bien sûr, hein, et se disent, bah oui, voilà, on va nous remplacer, etc. Effectivement, c'est ce qui se produit, et ça commence en Pologne, hein, à Poznan, dans une ville minière, hein, où dès le mois de juin 1956, hein, eh bien, éclate toute une série de révoltes. Hein, alors, dans l'ordre, on arrache les portraits de Staline, on demande des élections libres sous le contrôle de l'ONU, tout ce qui est symbole du pouvoir sont attaqués, palais de justice, prison, et il y a des combats très violents. Alors, le dirigeant de l'époque, va appeler à un dialogue, hein, tout simplement au sein du parti, et on évite la révolution totale, puisque les Polonais réagissent suffisamment à temps pour mettre au pouvoir un dirigeant plus dans la ligne de Khrouchtchev, enfin qui va en tout cas lui être considéré comme anti-stalinien, qui s'appellera Gomulka, hein, et qui est donc dès le mois d'octobre installé à la tête du parti communiste polonais, le PUP. Alors en Pologne, première alerte, si vous voulez, extrêmement violente, et qui va iriser, si vous voulez, l'ensemble des autres pays du camp socialiste. En Tchécoslovaquie, c'est la période aussi, dans les années 50, au début des années 50, un peu après la mort de Staline aussi, les fameux grands procès, hein, des purges, hein, puisque ce système à la stalinienne fonctionne avec des purges pour éliminer les opposants ou les prétendus opposants, et en Hongrie, tout va commencer par de grandes manifestations. Alors, la fameuse révolution hongroise, hein, qui va avoir lieu du 23 octobre au 31 octobre 56. Cette révolution hongroise, donc, va commencer par des manifestations de soutien, hein, aux dissidents tchécoslovaques qui ont été condamnés dans les procès, évidemment, dits truqués staliniens. Et puis ensuite, assez rapidement, c'est l'arrivée au pouvoir d'une équipe réformatrice, hein, au sein du parti communiste hongrois, c'est-à-dire que on va sur la base de l'expérience polonaise pousser vers la sortie Rákosi, ce stalinien, pour le remplacer par un communiste plus dans la ligne, croit-on à ce moment-là, hein, plus dans la ligne de Khrouchtchev, hein, qui est en train de mettre en place son pouvoir, à savoir Imre Nagy. Hein, je prononce à la française, en fait c'est Imre Nagy, hein, car le mot Nagy en hongrois veut dire grand, hein, pour votre culture personnelle, donc c'est Nagy, hein, comme ça on le prononce. Alors lui, donc il arrive au pouvoir avec une nouvelle équipe, toujours communiste bien sûr, mais l'idée de Imre Nagy est bien plus importante et elle s'inscrit complètement dans la période, car ces communistes réformateurs, en tant que de première mouture en tout cas, observent ce qui se passe à l'extérieur. Et à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe en 1955 par exemple, hein, eh bien c'est que le voisin immédiat, l'Autriche, hein, rappelez-vous quand même de l'ancien empire d'Autriche-Hongrie, c'est quand même pas si loin tout ça, c'est 50 ans en arrière, hein, à peine, l'Autriche avait aussi une situation d'occupation. Hein. Vienne, hein, une partie de l'Est du territoire situé à Vienne, est occupée par les soviétiques. Hein, on l'oublie souvent. Et Vienne a été divisée en deux, par exemple, hein, avec une zone d'occupation soviétique et une zone d'occupation occidentale. Bon. Tout cela s'arrange aux années 55 parce que l'Autriche propose en échange de sa neutralité, donc ne fera pas membre de l'OTAN, etc., tout simplement en échange de cela d'avoir un départ des troupes soviétiques. Et c'est ce que va justement, comment dire, obtenir, hein, c'est ce que va obtenir
la direction autrichienne, donc à Vienne, hein, et on se dit en Hongrie, bah tiens, on va faire pareil, hein, et on va donc tout simplement nous aussi nous déclarer neutres, et puis comme ça on deviendra neutre, et les soviétiques partiront, croit-on naïvement, surtout qu'on se dit que Khrouchtchev a réagi contre Staline, et bon, pourquoi pas, est-ce que cela ce ne serait peut-être pas une bonne idée? Alors, tout ça se met en place, et donc à partir donc de cette période, de la fin du mois d'octobre. Début novembre, même, on est très optimiste, puisque les troupes soviétiques, qui, je vous rappelle, ont des casernes dans tous les pays du bloc, bien sûr, se retirent, hein, de Budapest, où elles s'étaient déployées au cas où, et début novembre, eh bien, Imre Nagy se sent suffisamment les mains libres pour tout simplement annoncer qu'il rompt ses liens avec l'URSS, qu'il demande à l'ONU de garantir, hein, le retrait de la Hongrie du pacte de Varsovie, ni plus ni moins, hein, et il annonce aussi donc eh bien, que la Hongrie sera, en échange de tout cela, un pays neutre, hein. Et ça, c'est absolument impensable pour Khrouchtchev, impensable parce que, bien sûr, cela, et regardez la carte, hein, du camp socialiste, cela couperait en deux, littéralement, le camp socialiste si la Hongrie devenait un État, comment dire, neutre, en dehors du bloc, hein, quelque chose d'impensable, et même à la limite dangereux si on ajoute le cas de la Hongrie à côté. Donc, le cas de l'Autriche à côté, je veux dire. Donc, situation particulièrement tendue, qui fait que Khrouchtchev décide de réagir très rapidement, et non pas d'envoyer les troupes du pacte de Varsovie, car il craint encore la fragilité du bloc suite à la vague de révolte, de déstalinisation, mais il envoie tout simplement l'armée rouge, hein, pour écraser cette révolution hongroise, car il s'agit vraiment d'une révolution, hein. La Hongrie se propose de ne plus être communiste, hein. Et donc, c'est l'intervention militaire, plus de 2000 morts, une intervention qui va durer plusieurs jours, beaucoup de destruction dans Budapest, les chars soviétiques rentrent dans Budapest, les Hongrois se révoltent, Imre Nagy est arrêté, emmené avec une partie de ses partisans à Moscou, il sera jugé dans un procès truqué, fusillé, enterré dans un endroit oublié, et simplement réhabilité, hein, et il faut le savoir, avec une immense cérémonie à sa gloire, à Budapest, donc au tout début de la fin de la guerre froide, entre 89 et 90. Hein, c'est un moment extrêmement important. Évidemment, coup de tonnerre dans le monde, cette première crise vraiment très grave va mettre en place tout simplement les règles sur lesquelles la guerre froide va reposer. Protestation à l'ONU, mais bien sûr l'URSS utilise son droit de veto, hein, contre toute forme de résolution, et indique également aussi ce qui va devenir un maître mot pour les autres crises qu'on verra plus tard, hein, qu'il s'agit d'une crise interne au camp socialiste, hein, et que donc eh bien, les Occidentaux peuvent certes le déplorer, mais que il n'y a pas plus à en dire, hein, tout ça malgré les morts, un flux de réfugiés absolument considérable, hein, et bien sûr l'installation à terme d'un dirigeant bien dans la ligne, non comment dire, non révolutionnaire, non réformateur, quelqu'un qui fera bien ce que Moscou lui dira de faire. Il s'appellera János Kádár, hein. Kádár, donc, qui sera le nouveau Premier ministre le 7 novembre 56, vous voyez, ça a été vite que l'élimination de cette révolution hongroise. Kádár qui restera aux affaires, quand même, sachez-le, jusqu'au moment de la chute du mur de Berlin, hein. C'est quand même absolument impressionnant, hein, de voir que une fois que cette première vague de crise de la déstalinisation est mise en place, ben, les dirigeants
que Khrouchtchev va mettre en place un peu partout, à son tour, vont rester jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que entre la période Khrouchtchev et la période de la fin du communisme en URSS, finalement, il ne se sera pas passé énormément de choses au niveau, en tout cas, des tentatives de réforme interne. Il faudra quand même attendre Gorbatchev, ou la tentative hongroise de 68, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Voilà donc pour cette deuxième partie sur les premières vraiment révoltes dans le camp socialiste. La troisième partie, tout simplement, concerne, si vous voulez, et très rapidement ce qu'il se passe en France à ce moment-là. On est encore sous la 4ème République. Les gouvernements de la 4ème République successifs vont développer, malgré la crise du rideau de fer, malgré la guerre froide, pas mal de relations avec la Pologne notamment, avec la Roumanie, avec la Hongrie dont la France, il faut le savoir aussi, va accueillir énormément de réfugiés. Ces politiques, comment dire, à petits pas de la 4ème République vont, il faut le savoir aussi, préparer le terrain, préparer un terrain donc favorable pour ce que va développer De Gaulle dans la période suivante, à partir de 58, c'est-à-dire sa politique tout à fait originale de non-alignement, d'indépendance vis-à-vis de la guerre froide, en tout cas, ni dans un camp ni dans l'autre. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est de là que prendra la source de la deuxième période un peu de l'histoire de la guerre froide concernant les pays de l'Est que nous verrons dans notre prochain cours et en tout cas à coup sûr dans la 8e fiche que vous recevrez. Alors je vous invite donc à liker si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous y abonner puisque j'ai bien d'autres choses sur cette chaîne Parlons d'Histoire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine fiche et je vous remercie de votre attention. Au revoir.